Oui, bonjour. Donc, Philippe Tremblay, je vais me présenter un petit peu. Euh, je travaille en effet à l'Université Laval depuis 2010. Je suis belgo-québécois parce que j'ai vécu très longtemps en Belgique, une vingtaine d'années. C'est là que j'ai fait mon école normale, j'ai fait ma maîtrise, j'ai fait ma thèse à l'ULB. Et j'ai travaillé je suis donc à la base, je suis un site primaire, donc j'ai travaillé en enseignement primaire alternatif. J'ai travaillé dans des écoles spécialisées. D'où un petit peu la vocation qui s'est développée par la suite. Puis après ça, j'ai travaillé dans des écoles communales en discrimination positive. Puis j'ai fait ma maîtrise et ma thèse. Je vais parler de différents sujets justement parce que finalement, ben, quand on arrive à créer un modèle d'évaluation, ben, il y a des choses qui étaient là avant, il y a des choses qu'on a utilisées. Donc, je vais pouvoir exemplifier avec différents travaux de recherche que j'ai pu mener en utilisant directement ou indirectement ce modèle-là. Donc, on commence. D'où vient en fait l'idée de créer un modèle sur la qualité, c'est que, ben voilà, j'étais dans ma thèse, je travaillais sur l'évaluation de deux dispositifs, donc je comparais finalement des classes inclusives avec du co-enseignement avec des élèves trop d'apprentissage et des élèves réguliers, et je comparais des dispositifs de classe spéciale avec des élèves trop d'apprentissage. Donc, j'étais parti sur une approche, ben, un peu comme on voit dans la littérature sur l'inclusion scolaire, des approches un peu processus produit, c'est-à-dire, tiens, on va faire un pré-thèse, un post-thèse, on va comparer, ainsi de suite. Par contre, en Belgique, on se rend compte d'une chose, c'est que, mais on s'est demandé, tiens, les élèves qui ont des troubles d'apprentissage, ont-ils vraiment des troubles d'apprentissage? Sont-ils bien diagnostiqués? La question de la population, en fait, venait impacter, en fait, les résultats. On s'est dit, tiens, mais si les élèves sont pas les élèves qui sont destinés au dispositif, ça peut peut-être expliquer pourquoi les résultats ne sont pas les résultats attendus. Donc, il y avait quelque chose qui. Est-ce que les ressources, là, ça me tracassait aussi. Je me disais, tiens, les enseignants spécialisés en Belgique ne sont pas des enseignants spécialisés, sont des enseignants. Et donc, cette question-là aussi, hein, c'était des enseignants ordinaires, en quelque sorte. Donc, ça venait aussi hein, à amener une réflexion en disant, ben, tiens, c'est sûr que ça va influencer les effets et tout ça. Donc, il y a des influences mutuelles en termes de ressources sur la population, sur les effets, et ainsi de suite. Et en même temps, je me disais bien que les effets influencent la population. C'est-à-dire, tu sais, après une année, par exemple, d'enseignement, on le voyait bien quand les enfants restaient en enseignement spécialisé très longtemps, leur chance de survie scolaire diminuait. Donc, il y avait un effet, des méta-effets, des effets d'effets hein, qui se cumulaient aussi avec d'autres aspects aussi que juste les performances scolaires. Donc, l'idée aussi, c'est de faire émerger des dimensions de la qualité cohérentes et logiques, parce que quand on parle de qualité, en fait, c'est polysémique. On parle de plein de choses en termes de qualité, ça a plein de sens. Donc, je disais, ben, tiens, comment opérationnaliser en quelque sorte la qualité? C'est sûr que c'est faire un choix, on peut critiquer, hein, mais c'est dire, tiens, comment se donner un outil finalement scientifique pour pouvoir utiliser hein, la qualité. Donc, voilà. Puis, au final aussi, c'était l'idée de dire, ben, on verra tantôt, mais il y a des dispositifs, c'est très bien les dispositifs, il y a des milliers de dispositifs. Déjà, c'est quoi un dispositif? Parce que ça aussi, c'est polysémique. Mais en même temps, est-ce que le dispositif, on le verra, chez Foucault ou chez d'autres, on voit que le dispositif a quand même une tendance à vouloir survivre à tout prix. Et donc, c'est dire, tiens, comment faire disparaître les dispositifs parce qu'ils n'ont pas toujours vocation à rester pérennes. Bon, la qualité, je vais un peu rapidement. Il y a différentes définitions de la qualité dans la littérature. C'est soit l'excellence, la perfection, atteindre des standards, s'ajuster aux besoins des consommateurs, si on est beaucoup là-dedans quand on achète des produits ou dans le commerce. Ça peut être une valeur monétaire, c'est des améliorations, tout ça. En fait, la qualité est souvent vue comme quelque chose de mieux, hein, une amélioration, une innovation en quelque sorte. Toutefois, quand on recherche dans la littérature, on se voit que c'est pas tout à fait ça seulement. En fait, il y a deux visions de la qualité. Première chose, c'est que la qualité, c'est d'abord des caractéristiques individuelles, les qualités d'un objet. Qu'est-ce qui définit un objet? Il a certaines qualités. Je peux prendre l'exemple d'un chat. Même un chat avec trois pattes et une oreille reste un chat. Il a les qualités du chat, même s'il peut éventuellement lui manquer des morceaux. Donc, tiens, ben, dans le cadre de l'école inclusive, du co-enseignement, peu importe, on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment dans une école inclusive ou est-ce qu'on est vraiment dans du co-enseignement? Hein, est-ce que le dispositif que je vois possède les qualités du co-enseignement? On ne se pose pas la question si c'est bon ou mauvais. Non, on se dit, est-ce que c'est ou n'est pas quelque chose? Hein? Puis là, ben, généralement, on a des définitions, on a des conditions, des façons d'opérationnaliser où on veut ces définitions-là.
Ça, à la limite, c'est relativement facile, hein. Bon, on peut encore s'engueuler, mais on peut dire que c'est plus facile. La deuxième vision, c'est là, c'est un jugement, c'est-à-dire, tiens, est-ce que c'est une bonne école? Est-ce que c'est une bonne école inclusive? Est-ce que c'est un bon co-enseignement? Est-ce que c'est un bon dispositif? Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'il est de qualité, en quelque sorte, hein? Souvent, ben, comme on achète des différents produits, c'est par exemple, on peut penser qu'une Lada est de moins bonne qualité qu'une Porsche, hein. Pourtant, les deux sont des voitures. Ils ont les qualités d'être une voiture, mais il y a peut-être des différences de qualité. Je me permets un petit peu d'être méchant envers la Lada actuellement parce qu'on est dans un contexte géopolitique qui nous le permet. Donc, dans le cadre de l'école inclusive, ben, ça peut être la même chose ailleurs, mais quelles sont les qualités d'une école inclusive, puis, hein, puis versus qu'est-ce qu'une école inclusive de qualité, c'est deux choses un peu différentes. Nous, on va s'intéresser plus à la deuxième dimension, c'est-à-dire, hein, c'est quoi une école inclusive? En fait, c'est quoi la qualité en termes en soi? Euh, pour ça, on a commencé déjà à se questionner sur la question de dispositif. C'est quoi un dispositif? C'est un terme polysémique. Il y a une inflation de dispositifs. Gary, qui nous a quittés récemment, donc j'aime bien pouvoir le citer ici, en fait, avait fait une recension pour voir, ben, tiens, finalement, il y a quatre définitions, quatre catégories de dispositifs. Hein, ça peut être une alternative à la pédagogie magistrale, donc des dispositifs qu'on appelle souvent pédagogiques. Pour la formation, on va souvent parler de dispositifs de formation, des dispositifs techniques, ainsi de suite, avec la technologie ou avec certains environnements. Mais il y avait aussi l'idée d'un mécanisme, hein, de quelque chose d'un peu d'une structure intermédiaire, de quelque chose, finalement, que on a un système, le système scolaire, qui a été créé pour passer de la première année à la 12e année, avec un curriculum dans lequel les enfants devraient normalement passer d'une année à l'autre. Le système a été créé comme ça, mais on se rend compte que ça marche pas aussi bien. C'est que, il y a des populations un peu spécifiques, il y a des difficultés. Ça veut dire qu'on va commencer à créer des dispositifs qu'on pourrait appeler des rustines, en quelque sorte, hein, qui vont venir finalement combler des besoins qui sont mal ou pas répondus par le système général. Hein, donc, c'est ça, cette mésostructure, cette structure intermédiaire-là, vient finalement compenser des lacunes, des manques, hein, des faiblesses, si on veut, du système, qui n'arrivent pas à que 100% des élèves réussissent 100% du temps et diplôment tous, par exemple. Hein, parce que le système a été créé comme ça, mais c'est pas tout à fait ça qui arrive nécessairement aussi. Un dispositif, ben, c'est un objet concret parce qu'on peut le voir, on peut le situer, on peut le localiser, mais c'est aussi une abstraction, c'est-à-dire, oui, c'est basé sur des concepts, des intentions, des objectifs. Puis un dispositif, mais c'est la manière dont on agence différentes composantes et hein, l'appareil lui-même. Souvent, je prends un exemple, un dispositif, c'est un peu comme une voiture, en quelque sorte, hein. Il y a différentes composantes. Elle a les qualités d'une voiture, puis il va se déplacer dans l'espace-temps. On y reviendra. Bon, en termes de dispositifs, mais c'est sûr que je travaille avec une population d'élèves à besoins spécifiques, avec dans des contextes de scolarisation d'élèves, par exemple, à besoins spécifiques. Donc, je me suis basé sur quelqu'un qui travaille un peu plus sur cette question-là, de cette population-là. Et lui, quand il définit le dispositif, il dit, ben, d'abord, c'est une construction spécifique, hein. C'est quelque chose de spécial, qui sort du système. Ça existe en lui-même, en quelque sorte, même s'il est rattaché au système. Dans les dispositifs, il y a toujours un public spécifique et spécifié. Le dispositif, contrairement au système, ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à une certaine population. Hein, si je prends le cas de l'enseignement spécialisé, je prends le cas du redoublement, je prends le cas des classes pour élèves migrants, on va s'intéresser à certaines caractéristiques, hein, de la population. Donc, on va donner des critères diagnostiques ou d'identification. Un dispositif, ça doit être différencié. Le dispositif, logiquement, ne peut pas faire identiquement comme le système, sinon ça n'a pas de sens. Donc, il doit avoir une spécialisation, il doit avoir une différenciation, il doit apporter, hein, un pas de côté par rapport au système, dans l'idée souvent de faire mieux ou de compenser des lacunes, mais ça ne peut pas être exactement la même chose, hein, que ce que fait les classes ordinaires dans le cadre de l'école. Un dispositif a une programmation propre avec ses objectifs, ses finalités aussi, hein, pour cette population-là. On peut le localiser, que ce soit de façon formelle dans un endroit, une classe, hein, ou dans un organigramme d'une institution. Et le dispositif est aussi une structure structurée et structurante, c'est-à-dire, ben, comme il existe, il va structurer les actions, hein, des individus, des personnes. Il est très formalisé, le dispositif, hein. Il existe d'une manière extrêmement, même s'il peut être souple, hein, il est quand même extrêmement formalisé.
Donc, ça nous amène finalement à identifier différentes composantes d'un dispositif qui va nous permettre après ça de créer le modèle de qualité. On a dit, ben voilà, dans un dispositif, il y a une population, on pourrait mettre un S parce qu'il peut y avoir parfois plusieurs populations dans un même dispositif. Il y a l'idée d'objectif et de finalité. Il y a l'idée de ressources. Ressources matérielles, ressources humaines, ressources en termes de formation, différentes ressources. Il y a l'idée qu'on mène des actions dans un dispositif. Le dispositif a des effets. Le dispositif vit, hein, opère dans un contexte, un environnement, un système, en quelque sorte, à lequel il se rattache. Et en plus, c'est que le dispositif mais va vieillir, hein, on va prendre de l'âge d'année en année, comme une voiture qui rouille, en quelque sorte. Puis, il va se déployer dans différents espaces, et pas juste dans un seul espace. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on avait toujours dit, tiens, chez nous, ça fonctionne, chez vous, ça fonctionne pas. Ah, tiens, est-ce qu'il y avait des effets différenciés selon les endroits et pourquoi on pourrait expliquer éventuellement ces effets-là? Ou par exemple, dans le cas de l'enseignement spécialisé en Belgique, on disait souvent, ouais, mais les années 70, ça marchait bien. Et maintenant, ça marche moins bien. Ah, ben tiens, est-ce qu'il y a eu un vieillissement, hein, du dispositif? Donc, ça, on voit aussi, hein, des fois, en guillemets, une voiture peut être moins efficace avec le temps. Parfois, elle est plus efficace, c'est comme un bon vin, et se bonifie avec le temps. Donc, la qualité d'un dispositif, mais quand on recherche la littérature, on voit que finalement, c'est un modèle qui est multidimensionnel. Puis là, on s'est appuyé sur les travaux de Quetel, de Gérard, de Plante et Bouchard, qui finalement sont arrivés avec des modèles, hein, de la qualité en disant, mais finalement, la qualité, c'est un lien de conformité plus ou moins puissant entre un référent et un référé. Hein, c'est-à-dire, ben, tiens, j'ai une population, par exemple, réelle, j'ai une population prescrite, et quand le lien de conformité est fort entre la population réelle et la population prescrite, on pourrait dire que cette dimension-là de qualité est, hein, est de bonne qualité. Hein. Elle peut encore s'améliorer, mais elle est relativement de bonne qualité. Donc, on s'appuie bien entendu encore sur Figari, hein, sur le modèle de référentialisation, c'est-à-dire, ben, il importe dans ce contexte-là de pouvoir élaborer des référents, hein, qui nous permettent de comparer nos populations, nos objets, nos actions, nos effets, hein, par rapport, donc avoir des référés, mais qu'on puisse mettre en relation, qu'on puisse analyser à partir d'un référent. Donc, on va amener finalement une certaine modélisation des référés et des référents dans ce modèle-là. Donc, on s'appuie sur deux modèles, comme j'ai dit, c'était Plante et Bouchard et De Quetel et Gérard. Euh, donc, dans leur modèle à eux, mais ils se sont dit, ben, tiens, c'est un dispositif, c'est un ensemble intégré d'objectifs et tout ça. Ils vont parler de qualité transversale, c'est-à-dire, tiens, la qualité est multidimensionnelle. Il y a plusieurs dimensions à la qualité. Ces dimensions-là sont complémentaires, s'influencent mutuellement. Par exemple, tantôt j'en parlais, ben, une population qui correspond pas au prescrit, mais on peut peut-être s'attendre à ce que les effets soient pas ceux qui seront attendus. À la limite, il pourrait être mieux parce que peut-être qu'on est plus lâche sur la prescription, donc on prend des enfants moins abîmés en quelque sorte, on aurait des meilleurs résultats et ainsi de suite. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir opérationnaliser, comme je l'ai dit, la question de qualité, parce qu'on peut en parler, puis on peut, mais il faudrait trouver un cadre commun d'analyse, et c'est un petit peu ça l'idée. Donc, deux modèles Plante et Bouchard, je l'ai dit. Ça, c'est le modèle de Plante et Bouchard. Bon, pour la petite histoire, on est à l'ADME. C'était pas lors d'un congrès de l'ADME. C'était autour de 2007-2008. Mais c'était avec des administes, c'était avec les Montois, avec Marc Demeuse et son équipe, Antoine de Robert-Mazur, Nathanaël. Et donc, dans un colloque avec eux, et eux me présentent ce modèle-là. Donc, moi, je fais ma thèse, hein, sur l'approche processus-produit. Et en fait, j'ai une révélation. Alors, je me dis, waouh, c'est là-dedans, c'est vers ça que je dois aller, parce qu'en fait, en effet, en prenant en compte, en faisant mes recherches, on se rendait compte de plein de choses. Par exemple, une de mes premiers travaux de recherche portait sur l'enseignement spécialisé destiné aux élèves qui ont des troubles d'apprentissage. En Belgique, ça s'appelle le type 8, parce qu'il y a 8 types d'enseignement, c'est le huitième type d'enseignement spécialisé. Et donc, finalement, dans cette recherche-là, on s'est posé la question, est-ce que les élèves du type 8 sont réellement des élèves type 8? Hein, est-ce qu'on a vraiment des élèves qui ont des troubles d'apprentissage dans l'enseignement qui est destiné aux élèves qui ont des troubles d'apprentissage? Et là, surprise, on s'est rendu compte qu'en fait, les élèves n'étaient pas diagnostiqués sur une base de troubles d'apprentissage, mais sur une base de troubles instrumentaux, qui est le concept précédent aux troubles d'apprentissage, qui était largement invalidé.
mais que les psychologues et les orthophonistes avaient encore tendance à utiliser. Donc, c'était un peu particulier parce qu'ils identifiaient des élèves avec des troubles instrumentaux, alors que l'enseignement était destiné à des troubles d'apprentissage. Puis les deux concepts n'étaient pas identiques en quelque sorte. Hein. On voyait en fait qu'il y avait beaucoup d'élèves qui avaient parfois une déficience intellectuelle, des élèves qui avaient d'autres problématiques. Donc, on s'est rendu compte finalement que, tiens, la pertinence, c'est-à-dire, tiens, le lien entre les objectifs et la population n'était pas pleinement rempli. Après, quand on s'intéressait à l'efficacité, ben, on voyait par exemple qu'un élève sur deux réintégrait l'enseignement ordinaire. Donc, c'était l'objectif de l'enseignement spécialisé de type 8, la réintégration. Mais il n'y en avait qu'un sur deux qui réintégrait. Donc, on pourrait dire que l'efficacité est assez limitée. Et sur le long terme, parce qu'on a regardé jusqu'en fin de secondaire, mais on voyait que les élèves, ceux qui réintégraient le 50%, massivement s'orientaient vers des filières professionnelles, et il y a un pourcentage qui retournait à l'enseignement spécialisé, mais la plupart retournaient vers des filières professionnelles précoces. En fait, il y avait un élève sur 500 qui était toujours en général après 3 ans. Et donc, notre efficacité était quand même pas nécessairement excellente, mais en même temps, ben, on savait que la population n'était pas non plus correspondant au cadre. Donc, ça nous amenait à finalement avoir une réflexion plus nuancée que juste une approche processus-produit, en disant finalement, il y a différents facteurs qui vont influencer. Bon, le modèle de Plante et Bouchard, je l'aimais beaucoup, mais je disais, c'est une usine à gaz. Je comprends comment ils font apparaître les dimensions, mais c'est compliqué. Donc, je le trouvais un peu complexe, hein, un peu compliqué. Donc, en fait, on est passé un peu sur leur même modèle, c'est-à-dire que le modèle de la qualité ici va être créé finalement en articulant, tantôt j'ai présenté les composantes d'un dispositif, ça va être en articulant ces composantes-là et les liens entre elles vont faire émerger les composantes d'un dispositif. Donc, on a la pertinence. Et la pertinence, c'est le lien de conformité entre les objectifs et la population qui est visée par le dispositif. C'est ce qu'on va appeler pertinence. L'adéquation, ben, c'est le lien entre les objectifs et la population par rapport aux ressources. Tiens, est-ce qu'on a les bonnes ressources pour atteindre ces objectifs-là avec cette population-là? Donc ça, on va pouvoir l'appeler ici adéquation. La congruité, c'est le rapport du dispositif avec son environnement. Par exemple, je prends un exemple, parfois des classes inclusives peuvent mener une réaction des autres parents qui peuvent être négatives ou positives parfois. Hein, mais tiens, dans certains cas, le dispositif peut être bien fondé, être une bonne idée, mais les parents, par leur culture, ou les enseignants, les autres enseignants peuvent refuser le dispositif ou être plus ou moins en congruité avec lui, ne pas être tout à fait d'accord avec le dispositif. La synergie, mais c'est les ressources par rapport aux actions, c'est-à-dire comment les ressources sont organisées pour se mettre en action. Si je prends le cas du co-enseignement, très souvent, les recherches s'adressent essentiellement à la synergie. Quand on regarde des travaux sur le co-enseignement, oui, il y a quelques travaux qui vont s'intéresser à l'efficacité, mais la plupart des travaux qualitatifs, au final, ils regardent ce qui se passe en classe. Donc, ils regardent finalement toujours la synergie, mais parfois s'intéressent moins à d'autres dimensions. Donc, l'idée du modèle aussi, c'est de pouvoir se décentrer, en quelque sorte, parce que souvent, quand on est dans un champ de recherche, on a toujours tendance à creuser un petit peu la même chose. Alors, si je prends le cas du co-enseignement, on va dire, je vais voir ce qui se passe en classe dans le co-enseignement, c'est ce qui est logique. Mais il y a d'autres choses qui dépassent le co-enseignement. Si je prends le cas, ben, la congruité, comment le co-enseignement est accepté ou pas dans l'école par rapport aux parents, des choses comme ça, l'adéquation, comment les gens sont formés par rapport au co-enseignement, la pertinence, qui sont ces élèves-là. Des fois, dans des classes de co-enseignement, ce sont des classes un peu épicées, composites, ou est-ce que c'est une classe régulière, et ainsi de suite, ou est-ce qu'on le fait en enseignement spécialisé. Donc, il va y avoir différentes dimensions qui vont influencer la synergie, les effets du co-enseignement. Je prends un exemple. Le co-enseignement est inventé pour les classes ordinaires pour faire de l'inclusion. Par contre, il est beaucoup utilisé maintenant dans des classes spéciales avec juste des élèves à besoins spécifiques. Mais on n'a vraiment pas la même efficacité parce que c'est vraiment pas la même population. Parce que la recette du co-enseignement, il faut des élèves ordinaires dedans pour pousser le programme en quelque sorte. Hein? Mais si on se décentrait pas, on ne voyait pas cet aspect-là parce que pour les gens qui vont enseigner, c'est mettre deux profs ensemble. Non, il y a d'autres composantes qui vont venir influencer la qualité du co-enseignement ou de l'inclusion. Bon, l'efficacité, c'est le rapport aux objectifs par rapport aux effets. Ça, c'est assez connu. L'efficience, ben, c'est les effets par rapport aux ressources qui sont attribuées au dispositif. La fiabilité, ça, c'est intéressant aussi, c'est les effets dans le temps et dans l'espace. Par exemple,
Si je prends le cas de la RAI, réponse à l'intervention, la pyramide, là, maintenant que tout le monde utilise un petit peu, donc il y a plein de recherches sur la RAI, sur ces, hein. Les recherches sont intéressantes parce qu'il y a des recherches, on va dire, expérimentales qui montrent des effets positifs. Le souci, c'est que les effets ne se maintiennent pas dans le temps. Le souci, c'est que les élèves sont toujours aussi mauvais. Bon, non, c'est pas vrai. Ils sont pas aussi mauvais. Les élèves sont toujours les derniers de la classe après un an, en quelque sorte. Ça veut dire, oui, ils ont progressé dans certaines compétences ou dans certaines habilités de base grâce aux interventions, mais les élèves restent toujours finalement des élèves en difficulté. Ils n'ont pas changé de position au sein de la classe. Donc, ça peut être intéressant de voir cette fiabilité-là. Ça veut dire voir les effets à long terme qu'on a vu aussi tantôt pour l'intégration en enseignement spécialisé. Mais on voyait finalement que, oui, ceux qui réintégraient n'avaient pas nécessairement une bonne réintégration. Hein, ils avaient un choix scolaire relativement limité parce qu'ils finissaient pas mal tous en enseignement professionnel. Les impacts, très intéressants aussi, en fait, souvent, ben, on en parle des impacts, mais en fait, c'est des effets imprévus. C'est-à-dire, quand on met en place un dispositif, on a des effets qui ne sont pas prévus ou des effets négatifs qui sont généralement pas prévus parce que généralement en sciences d'éducation, on est un petit peu humaniste, donc on a tendance à vouloir faire le bien de la population, on parle en général, mais parfois on peut avoir des effets. Par exemple, ben, on pourrait penser que, tiens, est-ce que l'école inclusive amène un décrochage plus important des enseignants? Est-ce que l'école inclusive défavorise les élèves ordinaires? Hein, donc, l'école inclusive, on ne l'a pas créée pour les élèves ordinaires, on ne l'a pas créée pour décourager ou encourager les enseignants. On l'a créée pour les élèves à besoins spécifiques essentiellement. Mais c'est intéressant de pouvoir s'intéresser aux impacts, donc aux effets non prévus. Le problème des effets non prévus au niveau méthodologique, et surtout, je parle au Québec où on a des comités d'éthique, c'est très dur en fait de les prendre en compte parce que quand ils arrivent, on n'est pas prêt. Éthiquement, parfois, on n'est pas prêt parce que, tiens, je viens de voir par exemple un effet, par exemple, sur le décrochage des enseignants. Mais au Québec, je devrais repasser par un cycle d'éthique qui va me durer des mois. Et quand j'aurai fini mon cycle, donc quand j'aurai la permission de regarder ça, mais il va être trop tard, l'effet va être perdu, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est compliqué souvent d'analyser les effets parce que c'est souvent imprévu, imprévisible. Le bien fondé, finalement, c'est de dire est-ce que le dispositif répond à ses finalités premières? Est-ce que tu sais, des fois, on a des objectifs à court terme. Ça semble positif, mais au final, on s'éloigne du chemin qui était destiné. Donc, par exemple, dans le cas de l'enseignement spécialisé de type 8, au final, le bien fondé, c'est que les élèves reviennent en enseignement ordinaire et un parcours ordinaire. Hein? On n'avait pas nécessairement cette dimension-là. Ou l'école inclusive. Tiens, finalement, j'ai créé une école inclusive. On a eu le cas avec l'intégration mainstreaming. On faisait de l'intégration, on avait un modèle en cascade, et au final, on s'est rendu compte qu'on avait plus de ségrégation qu'avant, que le modèle en cascade amenait plus d'élèves vers les classes spécialisées qu'avant. Et donc, le bien fondé sur le long terme, on disait, ben, tiens, finalement, l'intégration mainstreaming ou l'intégration classique n'atteint pas les finalités qui étaient finalement que les élèves soient plus nombreux ou quasi tous à être scolarisés en classe ordinaire. Et enfin, la flexibilité, c'est-à-dire comment le dispositif va s'adapter, hein, va pouvoir être flexible, mobile pour pouvoir faire face aux obstacles, aux changements, hein, comme une voiture, j'expliquais, va pouvoir éventuellement être conduite, prendre d'autres chemins, éventuellement se faire réparer pour être un petit peu meilleur. C'est le modèle. Bon, ça reste une usine à gaz, mais il y a peut-être moins de tuyaux que dans celle de Plante et Bouchard, on pourrait dire. Mais dans cette représentation-là, comme vous voyez, hein, il y a un peu une répétition dans les deux, mais ça montre en fait aussi l'évolution du dispositif. Tantôt, j'en parlais, la population entre le temps 1. Hein, par exemple, j'ai fait une recherche sur le co-enseignement inclusif. On a suivi les élèves pendant 6 ans. Bon, nos élèves, on les prend au temps zéro. Ils sont orientés, on peut les caractériser, on connaît notre population. La deuxième année, on n'a plus les mêmes élèves. C'est les mêmes élèves en termes de noms sur les feuilles de présence. Mais les élèves ont subi ou bénéficié d'un dispositif pendant un an. Leurs besoins ont changé. Dans le temps 3, dans le temps 4. Donc, on voyait qu'il y a une évolution des besoins. Donc, il fallait aussi un modèle pour pouvoir suivre ça sans changer à chaque fois de cadre conceptuel. On peut changer de cadre, hein, avoir un autre regard, mais ça nous permet peut-être d'avoir aussi une continuité. Et c'est la même chose avec les objectifs qui ont tendance aussi à évoluer. Les ressources vont avoir tendance à évoluer. Si je prenais le cas du co-enseignement aussi, mais la première année, nos enseignants sont inexpérimentés, ils ne connaissent pas le co-enseignement, ont à peine été formés. Co-enseigne temps plein pendant plusieurs années, pendant 2 ans à chaque fois, des cycles de 2 ans.
Mais quand on a fait des observations en classe et des entretiens, on voyait bien que les enseignants s'amélioraient en co-enseignement. On voyait bien entre le mois de septembre de la première année et le mois de juin de la deuxième année qu'on n'avait plus les mêmes enseignants, même si c'était les mêmes personnes, parce qu'ils avaient développé plein de nouvelles pratiques qui, au début, ils commençaient, ne savaient pas comment faire tout à fait. Et au fil de l'expérience, de l'expertise, finalement, devenaient de plus en plus efficaces, en quelque sorte, ou développer des pratiques pédagogiques de plus en plus intéressantes. Donc, il fallait un modèle aussi pour prendre en compte ces changements-là, cette évolution. Hein, c'est un peu comme tantôt mon exemple de voiture. C'est une voiture qui va progresser dans le temps et dans l'espace et qui va finalement acquérir voilà, une certaine expérience qui va se développer, qui va se rôder en quelque sorte sur la route. Un autre élément important, c'est que la qualité, il y a trois aspects à regarder à chaque fois pour trianguler. Bon, la qualité prescrite, qui est souvent finalement notre cadre de référent, mais pas l'unique. C'est qu'on a une qualité prescrite, donc on a une pertinence prescrite, une pertinence perçue, une pertinence réelle. C'est-à-dire, si je prends le cas de la population, on a une population qui est prescrite. Voici quels élèves devraient bénéficier de tel dispositif. Quand on interroge les gens, les parents, les enseignants, on peut leur demander, tiens, est-ce que dans vos classes spécialisées ou dans tel dispositif, est-ce qu'on a vraiment des enfants qui correspondent à la prescription? Est-ce que selon vous, les enfants ont été bien orientés, ont été bien diagnostiqués? Est-ce que vous avez des enfants que vous pensiez avoir? Et souvent, on a un hiatus ici. Et après ça, c'est la qualité réelle, ou par exemple ici, ce serait la pertinence réelle. Est-ce que, si j'analyse les documents, si j'analyse les protocoles, si j'analyse les diagnostics, est-ce qu'on a réellement, finalement, cette population-là, en quelque sorte? Donc, il y a toujours trois regards par rapport à la qualité. Je vous donne un petit exemple, des fois aussi, qui mettent les choses en relief. J'ai travaillé beaucoup en enseignement spécialisé. Quand je regarde la qualité prescrite, donc dans les textes, c'est beau, c'est intéressant, des modèles, un ratio, des objectifs, c'est quelque chose, on va dire, correct, voilà. La qualité perçue, quand j'interroge les gens sur l'enseignement spécialisé, mais ils vont toujours être, les gens du spécialisé vont être assez positifs généralement. Ouais, ça marche bien, on a une approche, on fait comme ci, on fait comme ça. Ils vont mettre en des distinctions, des avantages et tout ça. Par contre, quand je vais dans les classes, c'est pas ça que je vois. Je vois pas vraiment de pratique spécialisée dans beaucoup de cas. Je vois pas vraiment de différenciation. Je vois pas vraiment d'individualisation. Donc, finalement, il peut y avoir un hiatus entre des pratiques déclarées et des pratiques réelles, en quelque sorte. Donc, c'est important de pouvoir confronter les trois. Si je prends le cas encore du redoublement en Belgique, le redoublement, et en France, c'est un peu le cas, ça change, hein, ils ont évolué depuis quelques années, mais les gens étaient convaincus de la qualité du redoublement. Ils étaient convaincus de l'efficacité perçue. Alors que les travaux de recherche montraient que l'efficacité réelle n'était pas là du tout. C'était assez inefficace, le redoublement. Par contre, chez les gens, ils étaient convaincus que ça marchait. Donc, si on veut apporter l'innovation, si on veut changer le dispositif de redoublement, mais il faut pouvoir prendre en compte cette perception-là, parce qu'on ne peut pas imposer quelque chose aux enfants. Oui, on peut imposer à la limite, mais il faut prendre en compte qu'on arrive dans un milieu avec une faible congruité. Ces enseignants-là n'adhèrent pas au non-redoublement. Comment pouvoir faire accepter cette décision-là? C'est beaucoup plus facile quand les gens adhèrent à quelque chose, on apporte la réforme et ça en empare tout de suite. Mais quand les gens n'adhèrent pas à l'école inclusive, n'adhèrent pas au redoublement, au non-redoublement, même si on sait que c'est plus efficace, que c'est mieux de faire comme ça, que l'efficacité, que certains travaux vont aller dans ce sens-là, mais il faut pouvoir prendre en compte cette perception-là. Donc, il y a toujours trois regards sur la qualité. Oups. Donc, par exemple, je vous donne aussi un exemple au niveau de la pertinence. Je rappelle, la pertinence, c'est le lien avec les objectifs et la population. Mais en fait, on va se poser à chaque fois, c'est des liens de conformité qui sont bidirectionnels. On peut se poser la première question. Est-ce que la population entre en conformité avec les objectifs? Est-ce qu'on a la bonne population? Et l'autre question, on peut se poser, c'est est-ce qu'on a les bons objectifs pour cette population-là? Par exemple, mais si par exemple j'ai une population d'élèves avec une déficience intellectuelle lourde, j'aurais probablement pas les mêmes objectifs pour une population d'élèves qui ont des troubles d'apprentissage, par exemple. Mais est-ce que finalement les objectifs sont atteignables, sont réalistes? Hein? Et donc, on peut se poser ces deux questions-là, c'est-à-dire est-ce que finalement la population rentre en résonance, en adéquation, en conformité avec les objectifs qui sont déterminés, puis est-ce que les objectifs sont finalement adaptés, corrects pour cette population? Donc, en population, on va s'intéresser, par exemple, aussi je prends des exemples en termes de quantité, c'est-à-dire, par exemple, si je prends le cas des élèves en école spécialisée ou des élèves au Québec qui ont des plans d'intervention, et je pense que c'est partout la même chose en France aussi, c'est qu'on a une inflation de population à besoins spécifiques.
On a toujours plus d'élèves à besoins spécifiques. On n'a pas une natalité très forte en Occident. Par contre, la population d'élèves qui vont fréquenter des classes spéciales, des dispositifs spécialisés, il y a un décrochage, ils augmentent de façon plus importante que la population normale. Tiens, c'est quelque chose aussi à interroger. Pourquoi cette population augmente? La qualité, est-ce qu'on a toujours les mêmes élèves qu'avant, les mêmes difficultés qu'avant? Cette qualité-là aussi va être influencée par les modalités les modalités d'identification. Si je prends le cas, par exemple, des élèves autistes, donc TSA, trouble du spectre de l'autisme, les définitions ont changé tellement en 20 ans qu'on est passé à des ratios de 1 pour 1000, 1 pour 2000. Maintenant, au Québec, nos derniers chiffres d'élèves TSA, c'est 1 pour 48. Hein? Un élève sur 48 naissances, ce qui est énorme par rapport à avant. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de naissances d'élèves autistes ou est-ce que les critères diagnostiques ont changé, qui nous amènent à l'identifier plus? Est-ce que certaines catégories qui n'étaient pas dans l'autisme avant en font partie? Est-ce que certains élèves qui n'étaient pas du tout identifiés avant comme autistes, hein, qui étaient considérés ordinaires, maintenant le sont? Hein? Donc, ça nous amène à réfléchir finalement à cette population-là, parce que, par exemple, si je compare des dispositifs comme la Class Teach, hein, qui est un dispositif extrêmement formel, structuré, structurant et tout ça, mais la méthode Teach a inventé des années 70 était avec des définitions de l'autisme des années 70. Donc, souvent des autismes, en fait, beaucoup plus lourds, beaucoup plus typés, en quelque sorte. Aujourd'hui, dire qu'on va utiliser la méthode TEACH pour les élèves autistes, ça serait une aberration parce que la définition s'est tellement élargie que des enfants qui ne bénéficieraient, autistes, qui bénéficieraient aucunement de cette méthode-là. Même si elle est très critiquée dans la recherche hein, sur différentes dimensions, là, mais elle a prouvé une certaine efficacité, mais avec une certaine sous-population en quelque sorte, mais cette population-là, même si elle a gardé le même nom, a changé vraiment de nature. On n'a plus les mêmes enfants. Hein. Certains sont restés, mais d'autres, en fait, hein, ça s'est tellement élargi. Bon, l'adéquation, c'est le lien avec les ressources et la population. Tantôt, j'en ai dit. Est-ce que finalement, on a les bonnes ressources pour atteindre ces objectifs-là avec cette population-là? Hein? Est-ce que ça rentre en conformité? Est-ce qu'on a le personnel formé? Ça nous amène aussi à des réflexions parfois sur, quand je parle sur le passage de l'école inclusive, dans beaucoup de systèmes scolaires, on a tendance à recycler les personnes, les professionnels, les titres de l'enseignement spécialisé dans le cadre de l'école inclusive. Ça veut dire qu'on va utiliser les ressources, les structures spécialisées pour travailler à l'école inclusive. Ah, donc, on va prendre des professionnels, des spécialistes, des maîtres spéciaux, des psychologues, des orthophonistes, ainsi de suite. C'est très bien. Mais la question, c'est de dire, est-ce que l'école inclusive a besoin de ce personnel-là? Parce que oui, l'école spécialisée disait en avoir besoin. Donc, d'accord, OK, on peut se poser des questions puis voir si c'était correct, ça c'est une autre chose. Mais le transfert de population ne doit pas nécessairement s'accompagner d'un transfert tel quel des postes qu'il y avait avant, en quelque sorte. Hein. Souvent, dans l'école inclusive, on va plus pédagogiser, on va travailler à l'intérieur de la classe. Donc, souvent, ben, on a tendance, finalement, dans une école inclusive, à engager plus de profs généralistes et moins de spécialistes, comme l'école spécialisée était construite autour d'un modèle médical, hein, avec différentes spécialités, différents types d'interventions, de prise en charge, ainsi de suite. Dans l'école inclusive, on est dans un autre paradigme où il faut changer l'environnement, changer l'école, changer la pédagogie, différencier, mais il faut un personnel qui puisse faire de la pédagogie. Et donc, ça aussi, ça nous amène des fois à réfléchir sur l'adéquation des ressources. Hein, j'ai des collègues, par exemple, qui travaillent sur l'intermétier, puis comment faire travailler des éducateurs, des gens des structures spécialisées, des gens d'autres institutions au sein de l'école ordinaire, et c'est toujours compliqué dans leurs travaux de recherche. Hein, ça se passe pas toujours bien. Mais est-ce que ça vaut la peine parfois, hein, ça peut nous permettre de poser la question, est-ce que ça vaut la peine de faire rentrer un triangle dans un carré? Ça serait peut-être plus simple de prendre un carré qu'un carré. Donc, ça permet aussi de remettre en question certaines choses. Je comprends au niveau syndical, politique, pourquoi c'est fait, mais au niveau pédagogique, c'est pas toujours ce qui fonctionne le mieux, si on veut. Donc, l'adéquation nous permet justement de réfléchir sur la nature, la qualité, la quantité, mais aussi l'organisation des ressources. C'est-à-dire, tiens, j'ai bien beau avoir des ressources, par exemple, si je prends le cas de la RAI ou des interventions à la sortie de classe, mais avec des mêmes ressources, je peux avoir des gens qui font top, 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 puis je prends l'élève systématiquement, un, deux élèves toutes les heures, toutes les demi-heures, ainsi de suite. Mais avec exactement les mêmes titres, hein, un orthopédagogue, un enseignant spécialisé, je pourrais aussi faire du co-enseignement. Donc, j'ai la même qualité, j'ai la même quantité, j'aurai pas les mêmes effets parce que j'aurai pas la même organisation des ressources. Donc, l'importance aussi, c'est comment ces ressources-là vont s'organiser pour justement, après ça, être en qualité, ouais, c'est ce que je veux dire,
pour être en synergie. C'est-à-dire, finalement, comment ils vont pouvoir travailler ensemble. Hein? Donc, quand on regarde justement la synergie, comment les professionnels travaillent ensemble, mais on va avoir des grandes différences que quand on va voir deux enseignants travailler ensemble, que quand on va voir un enseignant, un éducateur, un enseignant, un psychologue, ainsi de suite. Donc, on va voir, ça nous permet d'analyser, hein, si on veut, ces différents éléments. Euh, 37, j'avance un peu. L'efficacité, ben, c'est quelque chose que souvent, ben, qui intéresse beaucoup. Euh, donc, c'est le lien entre les objectifs et les effets qui sont obtenus, bien entendu. Mais l'efficacité en termes d'effets, c'est pas le seul effet, justement, que l'on doit pouvoir observer. Souvent, dans les recherches, on aura des recherches sur l'efficacité qui sont souvent des recherches sur un 3 mois, parfois une année, qui sont nécessaires, qui sont utiles. Et comme je disais tantôt pour l'RAI, tantôt pour l'enseignement spécialisé, ainsi de suite. Parfois, l'efficacité, finalement, nous leurre un peu parce que sur un plus long terme, on peut voir d'autres types d'effets. Et l'efficacité aussi, mais souvent, on va être dans un cadre, oui, l'élève connaît plus ses voyelles, connaît plus ses consonnes, a une meilleure conscience phonologique éventuellement, mais ça ne nous renseigne pas toujours aussi sur la compétence pleine, c'est-à-dire, tiens, est-ce que l'élève sait lire? Est-ce que l'élève est toujours en retard? Est-ce que l'élève, est-ce que l'intervention a permis de changer son parcours scolaire positivement, hein? Réintégrer des choses comme ça. Donc, l'efficacité, parfois, peut un peu nous leurrer, d'où l'importance, oui, d'effets à court terme et tout ça, mais d'où l'importance aussi de s'intéresser à la fiabilité. C'est-à-dire, est-ce que ces effets-là se maintiennent dans le temps et dans l'espace? Est-ce que le dispositif est suffisamment stable pour avoir des effets stables un peu partout, hein, ou des effets similaires un peu partout? Hein, si je prends le cas, par exemple, du co-enseignement ou des classes spécialisées, ce qui est assez intéressant, c'est que dans tous les pays du monde, les classes spécialisées ne fonctionnent pas. Hein, sont moins efficaces que l'intégration scolaire, que l'inclusion scolaire. Donc, on a quand même un faisceau parce qu'on a des recherches qui vont venir de différents pays, et ainsi de suite. Hein? Même si à court terme, parfois, les classes spécialisées peuvent avoir un effet positif, souvent sur un moyen et un long terme, hein, ça va avoir des effets un peu plus négatifs. Donc, ça va être intéressant de pouvoir s'intéresser justement à la fiabilité. Euh, ça nous permet aussi de nous pencher un peu sur les enquêtes longitudinales, d'une part, pour voir les effets. Et c'est pour ma part les effets qui sont, les recherches qui sont souvent un peu les plus solides sur l'efficacité, parce que les enquêtes longitudinales, en quelque sorte, ça ne ment pas. C'est-à-dire, voici le parcours réel, voici quelle position l'enfant est rendu. Donc, on a pu faire parfois des interventions qui sont très efficaces, mais au final, l'enfant de 18 ans a décroché ou est en classe spéciale. Alors que dans d'autres cas, on a peut-être fait, je ne sais pas quelle intervention, mais finalement, l'enfant, finalement, est toujours en régulier, va avoir un diplôme, ainsi de suite. Donc, souvent, ces recherches-là nous permettent justement de pouvoir évaluer la fiabilité et la fiabilité. Voilà. Bon, l'impact, j'en ai parlé, je vais un peu rapidement. Comme j'ai dit tantôt, en voix en coulisses, j'ai préparé trop de slides, je savais, c'est pour que vous les ayez tous, mais je ne vais pas développer une à une les dimensions, là, je vais aller un petit peu vers l'essentiel. Bon, ce modèle, en termes de conclusion, de limite. Bon, certains avantages du modèle. C'est un modèle intégratif. Ça permet d'intégrer des recherches qualitatives quantitatives et qualitatives au sein d'un même modèle. Par exemple, la population, oui, je peux la quantifier en termes de pourcentage, de type d'élèves, ainsi de suite, mais il y a aussi souvent ben, une recherche qui va être plus qualitative en s'intéressant à dire, ben, tiens, je vais faire une analyse de documents, une analyse de protocole, une analyse hein, de diagnostic. Ça va être une recherche. Donc, ça permet de combiner différents types, si on veut, de données qui sont pas toujours combinables. On voit aussi qu'il y a des influences mutuelles. Comme je l'ai dit tantôt, ben, la population peut influencer les effets. La même chose avec les ressources. Avec ressources égales, je peux ne pas avoir les mêmes effets parce que j'aurais pas la même organisation. Donc, ça permet de voir que les dimensions de la qualité s'influencent l'une l'autre et que oui, par exemple, si je veux améliorer l'efficacité, c'est pas toujours en travaillant l'efficacité que je vais l'améliorer, c'est parfois en travaillant plus la synergie. C'est parfois en travaillant plus l'adéquation. Donc, hein, ou parfois plus la congruité. Donc, ça nous permet de voir que finalement, si je bouge une pièce, un élément dans une dimension, souvent, ça va faire bouger les autres éléments. Hein, c'est une architecture qui se tient. Et donc, je peux pas nécessairement changer la population en ayant exactement les mêmes effets ensuite, par exemple.
Ça permet de faire un suivi à moyen et long terme. Ce qui est intéressant, c'est que je peux utiliser mes indicateurs, mon modèle, on s'appuie sur différents indicateurs, hein, et je peux pouvoir les évaluer à long terme, donc pouvoir voir un peu les méta-effets du dispositif, les effets combinés, les effets imprévus, parce qu'il y a des effets parfois qui apparaissent, hein, des impacts, des effets imprévus qui apparaissent pas dans une première année, mais qui vont apparaître après 3, 4, 5 ans, et ce qui va comment avoir une accumulation de certains scories, en quelque sorte qu'au départ, ben, on ne voit pas vraiment ou qu'on ne prend pas en importance et au final du temps, hein, ça va s'accumuler. Le modèle, en fait, il a juste besoin d'être utile, en quelque sorte. Hein. C'est pas un modèle qui a besoin d'être logique, être utile, et permettre de clarifier des termes pour qu'on puisse s'entendre aussi. C'est quand on parle d'impact, quand on parle d'efficacité, quand on parle de fiabilité, qu'on puisse un peu parler de la même chose. En termes de limites, il est quand même ça reste un modèle complexe et ça reste un modèle infini. Ça veut dire que je peux avoir des centaines et des centaines d'indicateurs par dimension. On peut générer un nombre infini d'indicateurs hein, pour évaluer une dimension. Donc, c'est bien dans ce sens-là, mais ça complexifie et ainsi de suite. Il aurait besoin peut-être d'être parfois opérationnalisé avec des liens statistiques en dimensions. Tiens, hein, comment finalement je peux expliquer une certaine variance? Comment je peux expliquer un certain effet? Comment telle dimension impacte statistiquement une autre dimension? Hein? Donc, un peu pouvoir l'opérationnaliser. Et l'autre élément aussi, c'est très dur publier avec ce modèle-là en tant que tel. C'est que quand je vais publier, je vais devoir prendre une dimension et en fait faire abstraction du modèle. C'est que, par exemple, moi, dans mon modèle, la population, c'est une dimension. Dans un article scientifique, la population, c'est l'échantillon. C'est pas pareil. Pour moi, c'est un élément dynamique, c'est une variable. C'est une variable qu'on va manipuler. Dans un article scientifique, c'est pas nécessairement une constante, mais c'est quelque chose qui est un déjà là, en quelque sorte. Hein, c'est comme si elle ne bougeait pas, cette population-là, en termes de tel. Elle va être mise dans les échantillonnages, et ainsi de suite. Alors que moi, et donc, souvent, quand on veut publier un article, on doit revenir à un format scientifique d'article. C'est-à-dire, oui, je peux m'intéresser à la pertinence, je peux m'intéresser aux impacts, ainsi de suite, mais je ne vais plus prendre les mêmes dimensions de façon, ici, elles sont tous mis sur un même pied. Donc, je vais devoir finalement hiérarchiser. Et il y a beaucoup d'éléments, hein, si je prends le cas des ressources, si je prends le cas de la population, si je prends le cas des objectifs, qui vont être en méthodologie finalement et qui ne seront pas dans les résultats. Alors que pour moi, ces éléments-là sont aussi des éléments de résultats. Mais dans les articles, on va devoir les mettre ailleurs. Je termine avec ça. Parce que dans les temps. Quand on évalue un dispositif, ben, il y a plein de raisons si on veut évaluer un dispositif. Première chose, on poursuit plusieurs objectifs quand on évalue un dispositif. De l'améliorer. On l'évalue aussi pour savoir est-ce qu'on dépense bien l'argent au bon endroit. On va l'évaluer aussi des fois pour le transformer. Hein, souvent, les dispositifs spécialisés ont une caractéristique, ils ne meurent jamais. Ils vont se développer, ils vont changer de population, ils vont changer d'objectif pour rester vivants. Donc, l'évaluation peut être, en termes de donner des ressources, c'est aussi des dispositifs, ça vise très souvent des populations défavorisées, fragilisées. Donc, d'où l'importance aussi de pouvoir évaluer pour voir est-ce qu'on atteint nos objectifs envers cette population-là. Tiens, je fais un dispositif pour la population, par exemple, qui a le cancer du sein. Ben, tiens, on veut voir est-ce que ce dispositif-là fonctionne, sauve plus de vies qu'avant, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une activité politique. Quand on crée un dispositif, c'est quelque chose de politique parce que justement, ben, on va faire face à certaines fragilités, hein, à certains besoins. Il faut déjà pouvoir reconnaître ce besoin-là et pouvoir prioriser. Hein. Il y a des dispositifs dans certains pays, on va s'intéresser plus à certaines populations, dans d'autres non, alors que la population existe partout, mais certains systèmes scolaires vont mettre plus d'accès sur certaines populations, sur certains dispositifs. L'évaluation est influencée par des valeurs. Quand on évalue, c'est toujours des êtres humains qui portent un jugement. Et quand on porte notre jugement, oui, on essaie de le porter sur un modèle, sur des éléments objectifs, mais on le porte aussi sur des valeurs. Quand je parlais aujourd'hui d'inclusion et de co-enseignement, mais il y a des valeurs derrière tout ça. En quelque sorte. Oui, c'est une modalité plus efficace. Oui, les travaux de recherche semblent montrer que l'école inclusive est meilleure que l'école ségrégative, ainsi de suite. Mais en même temps, il y a aussi une éthique, il y a aussi des valeurs liées à ça, des valeurs qui sont, comme je dis, politiques, mais aussi des valeurs pédagogiques. Hein, si je crée une école inclusive, c'est aussi l'idée de transformer l'école. Hein, c'est d'avoir peut-être une pédagogie plus active, plus différenciée, ainsi de suite. Donc, c'est sûr que c'est imbriqué avec des valeurs qu'il faut pouvoir reconnaître dans sa position de chercheur. C'est contextuel, hein, c'est-à-dire, ben, j'évalue un dispositif dans un endroit, dans un système, dans un endroit précis. Et enfin, je termine.
C'est orienté vers la flexibilité, c'est-à-dire un dispositif, mais si j'évalue un dispositif, c'est finalement pour l'améliorer. Ça doit être ça, pour ça que je l'ai mis en rouge. Hein, c'est la fonction principale. Mais il y a quand même un risque. Comme je disais tantôt, un dispositif ne veut pas mourir. C'est vraiment la dernière slide, je vous promets. C'est-à-dire, ben, il est flexible positivement dans le sens qu'il va viser à s'améliorer, mais il est aussi flexible parce qu'il va chercher à ne pas disparaître. Si je prends le cas de la France, par exemple, ou du Québec, la Suisse, je connais un petit peu moins, mais en fait, on a une accumulation de dispositifs. On a de plus en plus. Les anciens ne disparaissent pas, mais les nouveaux se mettent en place en quelque sorte. Hein? Et donc, ça, c'est extrêmement compliqué de faire mourir ou de transformer un dispositif, hein, parce qu'il y a une volonté de pouvoir survivre. Et le dispositif, ben, je termine avec ça, bien souvent, il va être implanté et pérennisé dans un système. Puis après ça, il va être institutionnalisé, c'est-à-dire, tiens, il va faire partie du système de façon pérenne, il va être là, il va faire partie de l'organigramme, on va compter dessus, ça va devenir un sigle, ainsi de suite. Mais l'idéal d'un dispositif, au final, quand je vous dis tantôt que le dispositif émanait du système pour corriger une lacune du système, l'idéal, c'est qu'il se systématise. C'est pas toujours possible. C'est-à-dire que le dispositif vient contaminer le système, qui s'approprie le dispositif pleinement, et le système change grâce au dispositif. Je vous donne un dernier exemple. Dans une école secondaire, on a mis en place du co-enseignement dans une classe, qui est une classe épicée. C'est-à-dire, on mettait un peu plus d'élèves en difficulté pour pouvoir co-enseigner plus en français et maths en première secondaire, en deuxième secondaire, la première année. On implémente, on pérennise. La deuxième année, on le fait en deuxième année, première année, deuxième année pour que les enfants aient 2 ans, ainsi de suite. Le dispositif, ben, il s'institutionnalise, il existe, c'est-à-dire on ne le remet plus en question, mais il y a toujours des classes spéciales qui existent en parallèle au co-enseignement. Hein, pour les élèves plus lourdement atteints, classe spéciale, pour les élèves plus en difficulté, co-enseignement, ainsi de suite. Et ça amène une réflexion de l'école qui s'est dit, ben, en fait, on va abolir les classes spéciales et on va généraliser le dispositif dans toutes les classes. C'est-à-dire, on a pris toutes les ressources, on a tout mis en français, maths, anglais, et maintenant, dans cette école-là, mais tout le monde est co-enseigné, peu importe qui ils sont, en français, maths, anglais, temps plein, tout le temps, en première, deuxième, secondaire. Donc, finalement, ils ont réussi à systématiser le dispositif. Donc, la nouvelle normalité de cette école-là, c'est de co-enseigner. C'est devenu le système, au moins en quelque sorte dans une école. Donc, c'est parfois aussi ça, un peu la vocation qu'on doit avoir à un dispositif. Le dispositif devrait être aussi évalué sur sa vocation à devenir système, à venir contaminer comme un virus, en quelque sorte. On a eu la COVID récemment, pour pouvoir justement infecter le système et l'améliorer. Donc, plutôt que de devenir une rustine, en quelque sorte, du système, qui deviennent un pneu un peu plus, hein, je prends toujours des exemples de voitures, qui deviennent un pneu un peu plus solide en quelque sorte, et aussi donc avoir un meilleur pneu, donc qui va avoir moins de crevaisons, mais aussi une voiture qui va prendre un autre chemin. Donc, hein, une école qui va prendre une autre pédagogie, une autre façon de faire, qui va être transformée. Parce qu'on se doute bien que dans ces écoles-là, c'est pas le simple fait de co-enseigner en soi qui est important. C'est le fait qu'en classe, il se passe des choses différentes que ce qui se passait que quand ils n'étaient pas co-enseignés. Merci beaucoup. Je vous donne une petite bibliographie. L'article en rouge, c'est l'article sur le modèle en soi qui est un peu expliqué de façon un peu plus littéraire. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bravo.